Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. Partir de rien et devenir multimillionnaire grâce à un projet agricole, c'est bien possible, mais cela paraît comme une incantation pour beaucoup de jeunes qui se découragent dès les premières difficultés. Alors, comment entreprendre et réussir son projet agricole? Comment parvenir à mobiliser les ressources nécessaires à la réussite de son projet? Pour en parler, nous avons autour de cette table Elvis Franck Modeste Arossin. Vous êtes gestionnaire de projet. Bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Merci aussi à vous. En face de vous, nous avons Grace Nelly Tosoupé. Vous êtes formatrice en management des projets. Bonsoir également à vous aussi. Bonsoir, monsieur. Vous êtes là, c'est vous qui aidez les jeunes à rechercher les sources de financement pour démarrer leur projet. Vous allez nous donner tout à l'heure les astuces qu'il faut lorsqu'on veut démarrer son projet. Alors, monsieur Arossin, peut-on vraiment s'enrichir dans l'entrepreneuriat agricole? Merci beaucoup, une très belle question. Et est-ce qu'on peut vraiment s'enrichir dans l'entrepreneuriat agricole au Bénin? Oui, c'est vrai, c'est possible. Vous savez, dans un pays où on n'avait pas la chance d'avoir des ressources naturelles telles que le pétrole, telles que l'or, telles que l'uranium et autres là, je pense que la première activité qui doit normalement recevoir les jeunes, c'est l'agriculture. Voyez-vous, parce que nous avons la chance d'avoir au Bénin 2 saisons pluvieuses. Alors déjà, le problème c'est quoi? Les gens ne savent pas se lancer. Vous allez voir les aînés même. Les gens ne savent pas se lancer. Tout à fait. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'agriculture et dès les premières difficultés, ils disent que c'est difficile ou bien ils n'arrivent plus à persévérer. Non, c'est pas seulement les jeunes, même des aînés. Oui. Il y a beaucoup d'aînés. C'est eux qui investissent même dans l'agriculture, qui ont commencé l'agriculture, mais qui ont reçu des échecs, qui ont été découragés. Alors, je vois pourquoi des gens, quand ils ont envie d'aller vers la terre, et ils commencent, peu de temps après, ils abandonnent leur projet. C'est parce qu'ils n'ont pas respecté l'itinéraire qu'il faut. Moi, je pense que quand quelqu'un, peu importe, soit fonctionnaire, salarié, il a envie peut-être, par amour à la terre, d'aller vers l'agriculture, la première chose à faire d'abord, c'est le choix du site. Le choix du site. Bien sûr. D'accord. Je veux me lancer dans l'agriculture, je veux faire de l'agriculture un business. Je dois pouvoir choisir le site. Quel est le domaine qu'il me faut? J'irai d'abord visiter le domaine avant d'acheter le domaine. Voir, est-ce que dans la zone, par exemple, est-ce que quand il pleut, il n'y a pas d'inondation sur le domaine? Quelle est la distance même du domaine par rapport à la grande voie? Parce que quand vous achetez un domaine, vous produisez assez de maïs peut-être, et lors du transport, vous prenez monsieur qui peut-être doit faire peut-être 20 km de la grande voie. Il va finir peut-être, mais prochainement, il ne viendra plus jamais dans votre site. Parce qu'il va dire, mais vraiment, votre site n'est pas facile d'accès. Donc, je pense qu'il faut d'abord réussir le choix du site. Premièrement, d'abord, je conseille aux gens, ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, de choisir au minimum 2 hectares ou au maximum 20 hectares. 2 hectares. Au minimum ou bien 20 hectares. Donc, si vous avez une petite parcelle de 500 mètres carrés, vous ne pouvez pas vous lancer dans une on peut se lancer, mais ça, c'est au plan micro. Mais ceux qui sont des agripreneurs, ceux qui sont des businessmen, qui veulent vraiment faire de l'agriculture, leur source de vie, une source de business, je pense que ceux-là doivent aller au minimum sur 2 hectares ou sur 20 hectares. Parce qu'on ne peut pas produire de la tomate sur 600 mètres carrés et dire qu'on veut avoir un retour d'investissement terrible. Peut-être c'est pour commencer par mieux apprendre une expérience, et progressivement peut-être aller maintenant sur d'autres espaces plus grands. Mais là, c'est déjà un facteur limitant. Un jeune qui veut démarrer son projet agricole, à qui on recommande d'avoir un minimum de 2 hectares, où est-ce qu'il va trouver l'argent, madame? Très bien, monsieur, bonne question. Ouais. Ce jeune qui a une ambition de pouvoir faire de l'agriculture, mais il n'a pas encore trouvé la terre qu'il faut, d'accord? Il peut d'abord trouver sa source auprès de sa famille. Parce que quoi? Au moins, il doit avoir un parent, d'accord, qui a déjà une terre quelque part, se rapprocher de ce parent, poser son problème, d'accord, et dans ce secteur, il doit pouvoir être convaincant, pouvoir convaincre le parent, d'accord, pour l'octroi du terrain. Mais là encore, il faut que le terrain, comme il a dit, soit proche d'une grande voie à grande circulation. Exactement. Donc, c'est toute une étude qu'il faut mener d'abord avant de s'y lancer. Il ne suffit pas d'avoir l'idée de se lever seulement et de dire, bon, je vais faire de l'agriculture. Non. Mais il faut prendre le temps de pouvoir mener les études, sonder le terrain et pouvoir implanter, avoir une zone pour pouvoir réaliser son agriculture. Mais au cas où il n'a pas un parent qui ait une parcelle qui peut abriter son projet, finalement le projet va dormir, va naître et dormir dans sa tête. C'est ce que cela veut dire.
Certes, il n'a pas un parent, mais il peut peut-être aussi faire un crédit bail, par exemple. C'est un exemple. Un investisseur, il a un grand domaine. Tu vas vers lui, tu peux lui dire, je veux prendre ton domaine, d'accord, pour faire de l'agriculture. Si c'est par mois, je prête. Tu me prêtes ça par mois, je peux te payer telle somme. Il peut commencer déjà son agriculture sur ce terrain et avec les ressources qu'il aura par rapport à son agriculture, il peut commencer par payer petit à petit et commencer son investissement. Mais là, vous savez, il y a une réalité sociologique. Nous sommes en contexte africain et en contexte béninois particulièrement. Beaucoup estiment qu'ils préfèrent laisser leur terre en jachère plutôt que de le louer à quelqu'un qui plus tard va commencer à vous la disputer. Votre parcelle, c'est peut-être pas des pratiques occultes qui va vouloir vous arracher votre parcelle. Est-ce que ce n'est pas cela qui amène ceux-là qui ont des espaces, de grands espaces, à ne pas les mettre à la disposition de ceux qui en veulent pour une exploitation agricole? Merci beaucoup. Vous savez, le mal est profond. C'est vrai, on dit que souvent les gens sont méfiants. Mais je me pose une question. Si vous avez une parcelle, vous qui êtes là, par exemple, vous avez une parcelle, et que cette parcelle ne rapporte rien par mois, c'est grave. Si tu as une parcelle et que ça ne te rapporte rien par mois, c'est grave. Au moins, tu vas mettre du bois sur ça. Ça ne sert à rien de dire j'ai 20 hectares, j'ai 100 hectares et que ça ne te rapporte rien par mois. Voyez-vous, donc je pense que, vous savez, c'est vrai au Bénin, on n'a pas encore cette conjoncture. Par exemple, quand je prends le Burkina Faso, par exemple, au Burkina Faso, personne ne peut acheter un hectare en tant qu'individu comme ça, avoir 25 hectares. Quand tu as déjà 20 hectares, ça va largement. Quand ça dépasse 20 hectares, l'État devient une concession. C'est-à-dire, on te donne le domaine, tu exploites, mais après 49 ans, on te retire encore ça. Ça dit que ça revient à l'État. Je pense que ceux qui ont du plaisir à avoir des hectares, ils ont intérêt à louer ça aux jeunes. Et là-dessus, je connais beaucoup de jeunes. J'ai beaucoup d'amis qui ont loué des hectares. Généralement, quand vous prenez le sud du Bénin ici, quand vous louez un hectare, et par an, on fait ça à 250 000. J'en connais plein qui louent déjà par an, on fait ça à 250 000 francs. Donc, je pense que... Un hectare. Et si tu es jeune, tu travailles bien, tu mobilises bien, tu es vaillant, tu peux mobiliser assez de sous et payer facilement 250 000. Mais est-ce que vous pouvez, par exemple, installer un forage sur une parcelle qui ne vous appartient pas? Belle question, mais ce n'est pas des clauses du contrat qu'on peut avoir avec le bailleur, avec ceux-là qui veulent mettre l'État à votre disposition. On lui dit, d'abord, vraiment, c'est un projet que j'ai. Parce que si vous ne prenez pas le risque de pouvoir faire des papiers, vous commencez peut-être 2 mois, 3 mois, et venir à vous dégager. C'est pas bien. Donc, il faut faire vraiment un contrat de travail, peut-être un cahier de charge, ou qui dit vraiment que j'exploite ton domaine pendant 5 ans. Alors, si je vois que le domaine m'appartient pendant 5 ans, je peux prendre le risque de faire un forage sur ça. Parce que je sais que pendant ces 5 ans, j'aurai à mobiliser les fonds qu'il faut et laisser l'État. Loin encore, on parlait tout à l'heure de choix du site. J'ai parlé de au moins 2 hectares et puis au moins massif 20 hectares. Il faut aussi que les gens veillent à ce que l'aspect sous-sto, c'est vrai, il faut faire un forage. Mais aussi peut-être généralement, les gens achètent l'État au Bénin, peut-être sans aller visiter même l'État. Je connais monsieur, par exemple, qui a acheté un domaine à Zinvier, plus de 5 hectares, et il a lancé la production de tomates. Peu de temps après, en saison pluvieuse, l'eau de la zone venait sur son site, et tout est parti. Donc, je conseille aux gens, pour acheter leur domaine, d'aller le faire peut-être en saison pluvieuse, ou bien de se renseigner d'abord. Si vous allez acheter le réservoir d'eau du quartier, et c'est grave, c'est pas vous décourager. L'autre aspect qu'il faut aussi voir, qui peut-être qui ça aurait pu le servir à faire l'aquaponie ou bien à faire par exemple soit la pisciculture sur ce domaine-là ou bien la riziculture. Bon, la riziculture, oui, mais la pisciculture, c'est encore des moyens. C'est encore beaucoup de moyens. Et s'il n'était pas préparé à ça, il va peut-être échouer. Parce qu'il y en a aussi qui se lancent dans l'agriculture. Après, on leur ravage des 10 millions, 100 millions. Beaucoup se plaignent au Bénin. Je connais beaucoup d'aînés qui ont fait la France, qui sont revenus au pays dans le but, dans l'ambition d'aider la jeunesse, mais qui ont été déçus, je vous jure. C'est pour ceux vraiment que je parle. Parce qu'il y a beaucoup qui ont reçu des chocs. Je dis, ils ont mal fait, ils ont mal respecté le jeu. On n'a pas eu de choix ici d'après. Il y a le choix. Il a le choix du produit. Mais il y en a un qui se lance dans la production de tomates, de piments parce que tel ami a reçu la tomate. Non. Avant de faire le choix de la spéculation ou du produit, il faut tenir compte d'avoir le tube du marché. Dans ta zone, dans ton quartier, qu'est-ce que les gens mangent? Les bonnes dents qui vendent dans ton quartier, qu'est-ce qu'ils vendent? Tu peux te rapprocher d'eux. Maman, je vais acheter des tomates pour 100 francs. Elle te vend 100 francs. Tu rentres en même temps en relation d'être avec elle. Où est-ce que vous achetez votre tomate?
je l'achète à Glasgow, par exemple. Si jamais vous voulez pouvoir acheter, oui, à quel prix? Vous faites l'étude du marché d'abord. Ou même aller voir même les transporteurs. Il y en a qui sont transporteurs, mais pas pour transporter des hommes. Ils vont dans les milieux ruraux acheter les marchandises, ramener en ville. Il faut faire l'enquête sur ces messieurs-là. Quelle est votre fréquence de transport par rapport aux marchandises? Et après ça, maintenant, faire aussi l'étude de l'environnement. Est-ce que dans l'environnement, là où j'ai mon domaine, qu'est-ce que les gens font dans le domaine déjà? Et il y en a peut-être qui viennent acheter peut-être. Je donne un exemple à tout hasard, à Tori, par exemple. Il achète un domaine à Tori. Et il pense, bon, maintenant, comme il a fait la France, il est venu au pays, les Béninois, tout ça là, je vais faire la tomate. Parce que peut-être dans la zone là, les gens ne font pas la tomate. Donc, prends le temps d'abord d'aller te renseigner qu'est-ce que les gens font dans la zone déjà. Ceux qui sont là avant toi. Mais justement, si dans la zone, il y a une spéculation que l'on ne fait pas et que lui, il vient innover, est-ce que cela ne va pas aller à son avantage? Ça va à ton avantage, mais il y a ce qu'on appelle les conditions agroécologiques. D'accord. Quand je parle de conditions agroécologiques du Bénin, ça révèle que quand tu fais la tomate, c'est bon d'être à commencer. Quand tu fais du piment, c'est bon d'être à Malanville. Quand tu fais de la lance, c'est bon d'être à Zé, à Goulalada. Mais est-ce qu'on peut continuer à raisonner ainsi lorsqu'on sait aujourd'hui que vous pouvez cultiver, produire à pleine saison tout ce que vous voulez, etc. avec le forage que vous arrivez à ériger sur votre domaine, vous pouvez produire à contre-saison même? Tout à fait. Et c'est ça même qui attire les gens qui viennent vers l'agriculture. Et quand ils viennent, ils tombent sur des gens qui sont des vendeurs d'illusions. Ils leur prennent leur argent, après c'est du bouffe. Ceux qui arrivent à produire en contre-saison, ils le font sous serre. Mais est-ce qu'au déjà au Bénin, on a l'équipement qu'il faut faire des serres? Ce que nous faisons au Bénin, moi je réalise aux gens, par exemple au Bénin, ce sont des abris que nous faisons. On fait des abris avec des sachets anti-UV, des bâches, mais ça, c'est coûteux. Il faut qu'on dise la vérité. J'ai un monsieur qui m'a appris un jour, je tais son nom, on a été à Tori, il dit Franck, vraiment, et j'ai 50 millions, je vais investir dans l'agriculture. Il dit, je fais le hors-sol. Je sais que tu fais du hors-sol, Franck. J'ai été sur la parcelle, j'ai vu ta parcelle, mais monsieur, votre sol est riche, pourquoi faire du hors-sol? Votre sol est riche, je ne peux pas dépenser d'argent pour rien. Donc, j'ai dit d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie le terrain, on fait le forage, mais on va utiliser les sachets mûches pour donner vie à votre sol, pour exploiter le sol. Parce que l'un des facteurs qui font qu'aujourd'hui on dit que c'est bon de faire telle dans telle zone, c'est le sol aussi. Ouais. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe au Bénin. Naturellement, quand vous avez peut-être 20 hectares de palmiers à eux, par exemple, et des gens viennent couper les branches. Normalement, quand on coupe les branches là, c'est pour que le palmier donne rapidement les régimes de palmiers à huile et autres là. Mais les gens qui coupent les branches là renvoient les branches à la maison et ils font du feu avec, d'autres font du bal avec. On ne laisse rien au sol. Normalement, on doit laisser les branches au sol. Ça va se décomposer, se transformer en humus pour enrichir le sol, pour fertiliser le sol. Donc, au Bénin, même le maïs, les gens qui cultivent le maïs, ils amènent même le maïs à la maison pour faire du feu avec. On ne retrouve plus rien à la terre. C'est-à-dire que le sol devient plus rempli pauvre. Tout, quand on étudie le sol, on va voir que c'est bon de faire telle chose dans tel département, telle chose. Donc, si les gens comprenaient qu'il faut aussi nourrir le sol pour qu'on ait de la vie dans le sol, ils vont peut-être produire aussi tout. Très bien. Il faut étudier le sol, mais quand on veut entreprendre un projet agricole comme ça, qu'est-ce que vous recommandez? Quelle spéculation vous recommandez comme ça qu'on peut facilement produire et facilement commercialiser aussi pour vite entrer en possession de son capital? Merci. Quel produit pouvoir commercialiser? Comme le disait tout à l'heure M. Franck, il faut d'abord... Et devenir rapidement riche aussi. Ah bon? Exactement. Exactement. Il faut d'abord voir la zone où vous voulez implanter, le site que vous voulez utiliser. Quel est le produit qui marche le plus, qui est plus consommé? Donc on ne peut pas faire un pronostic pour donner directement quel produit. Vous ne produisez pas forcément pour cette localité-là. Si le produit est consommé ailleurs et que vous avez de la terre disponible quelque part, vous pouvez produire et l'exporter plus tard, non? Exactement. Oui, on peut vraiment produire et exporter. Par exemple, on peut aussi se lancer dans la production de la tomate, par exemple. C'est un bon produit qui est recherché. Et aussi faire de contre-saison. Parce que lorsque tu fais une contre-saison, là, tu pourras facilement faire passer ton produit lorsqu'il y a pénurie de ce produit. Alors, les produits de grande consommation, aujourd'hui, ça s'écoule plus facilement. Tout à fait. Mais de la même manière, quand vous les produisez, il y a la conservation qui constitue un autre problème. Si vous récoltez et que vous n'arrivez pas à vendre tout de suite, il y a un problème qui se pose. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est une belle question et ça peut même faire objet d'un débat. Parce que pourquoi les produits ne durent plus dans la cuisine aujourd'hui? Parce que les gens produisent ces produits. Vous savez, pour avoir une plante, pour avoir un fruit, il a 3
3 choses qu'il faut à la base. Il faut d'abord l'irrigation. Quelle eau donnes-tu à ta plante? Les gens pensent qu'il faut de boire d'un bas-fond pour se lancer dans le maraîchage. C'est très faux. Quelle eau donnes-tu? Il faut une qualité d'eau. Parce que quand vous achetez aujourd'hui la tomate aujourd'hui maintenant, et ça ne fait pas peut-être 3 jours, peut-être 4 jours dans votre cuisine, c'est pas des gens mal produit ça. Exactement. Voyez-vous, donc il y a l'eau d'abord que tu utilises. Ils ont donné de l'engrais. Il y a l'eau qu'on appelle l'irrigation d'abord. Il y a la fertilisation qu'on appelle l'engrais. Les gens donnent mal l'eau d'abord. L'eau qui n'est pas de bonne qualité. Secondo, ils donnent des engrais chimiques à ça. Et si c'est un forage que vous faites par exemple qui vous permet d'arroser, tout à fait. Ou bien vous avez l'eau de ruissellement quelque part à côté, vous allez prélever, vous arrosez votre champ. Vous savez, c'est encore au Bénin, on a encore la chance au Bénin d'avoir libre arbitre au nom de l'eau de ruissellement. En France, c'est même interdit, mais si tu as ton domaine à côté d'un fleuve, d'exploiter le fleuve, sans l'autorisation, l'accord de la mairie. Maintenant, quand vous faites un forage, je vous conseille d'étudier le pH de votre eau. C'est important. Parce que les gens ne savent pas ça. Parce que le fruit que vous avez, tomate ou bien piment, ce fruit, c'est la formation de 3 choses. C'est l'eau que tu as utilisée, l'engrais que tu as utilisé et le produit que tu as utilisé pour faire l'entretien. Parce que quand vous faites peut-être l'eau qui n'est pas dont le pH n'est pas correct, vous utilisez les fertilisants qui sont les synthèses des intrants chimiques et vous utilisez les produits d'entretien chimiques, vous avez des véritables poisons que les gens vont acheter, ça va durer. Alors, revenons sur votre question, vous avez demandé pourquoi, comment gérer tout ça. Vous savez, chaque année, le Bénin dépense 150 milliards. Pour rien que achat seulement de tomates. 150 milliards sort chaque année de notre économie pour aller vers Burkina Faso, pour nous nourrir. Dans quelle période? De décembre à mars. Pourquoi les producteurs de tomates, peut-être jusqu'en juillet, n'arrivent pas à avoir leur production jusqu'en décembre? Parce qu'il y a un peu de conservation. Donc, j'ai expliqué les raisons de conservation parce que les gens produisent mal. Secondo, quand je prends Cotonou seul a une demande en production maraîcher estimée à 21 409 tonnes. Contre une offre estimée à 6 110 tonnes. Vous voyez l'écart des deux. Donc ça peut déjà même motiver un jeune à aller vers ces produits de spéculation. Donc, mais pourtant, on assiste à des pourritures de tomates dans les marchés. Les gens n'achètent pas. Parce que les gens produisent mal. Je vous jure, moi j'ai des variétés de tomates, si je vous donne, ça peut faire même un mois sans faire signe de produit chez vous. Ah bon? Je vous jure. Ça peut faire un mois, mais prenons l'annonce, pas pour détruire l'annonce béninoise. Aujourd'hui, quand on prend l'annonce béninoise, c'est vrai, c'est exporté vers l'Union européenne. Je salue le pays pour ça, je salue l'initiative. C'est un grand effort qui a été fait pour que l'Union européenne achète leurs tomates. C'est bien. Mais on peut aussi faire mieux. Aujourd'hui, quand vous achetez l'ananas, si vous êtes vérité avec moi, on voit que quand on met ça dans la cuisine aujourd'hui, à peine 3 jours, 4 jours, ça va couler de l'eau. Parce que les gens produisent mal. Allons vers une production avec un sol vivant. D'accord. Très bien. Allons vers une production avec un sol vivant. Les jeunes qui nous écoutent actuellement et qui sont peut-être sidérés par vos développements, qui veulent se lancer dans l'agriculture, que faut-il leur faire? Que faut-il leur conseiller pour qu'ils puissent arriver à réussir leur projet? Très bien, merci beaucoup. En entrée de jeu, c'est de partir d'abord de son propre financement. Parce que si son tu propre es jeune, financement. Exactement. Ça compte beaucoup. Donc, si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas vous lancer. Ça n'a rien. Un jeune ne peut pas dire qu'il n'a rien. Donc, parfois, nous avons des jeunes qui se promènent celui qui est peut-être au chômage, qui cherche comment manger. Exactement. Voilà. Il est au chômage, mais peut-être qu'il a même avec lui un portable Android de 150 000. C'est déjà un fonds. Il peut peut-être vendre ce portable, utiliser ce fonds, d'accord? Peut-être avec un Nokia de 5 000, 6 000, il peut déjà rouler plusieurs affaires. Pas forcément être sur WhatsApp, sur Twitter et consorts, je ne sais pas. Mais il peut peut-être rouler plusieurs affaires. Et avec ce fonds, il peut déjà démarrer son projet. Avec le temps, prendre un portable de 800 000, il peut le faire facilement. Donc, chaque chose a son temps. C'est une étape et il faut partir de quelque part. Il ne faut pas vouloir grandir de rien, grandir seulement et faire tout là. Mais est-ce qu'il n'y a pas des structures d'accompagnement lorsque vous avez le projet, vous allez faire son exposé quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de lever des fonds pour vous accompagner lorsqu'on sait que c'est un projet vraiment à financer? Oui, il y a plusieurs structures. Il y a les structures de finances comme les microcrédits, d'accord, les petites structures qui peuvent aider dans le financement pour pouvoir financer les projets des jeunes. Il y a aussi une structure comme la FNPEJ qui peut aussi financer le jeune. Accompagner les jeunes, monsieur. Mais on a appris également qu'il y a des façons de lever des fonds en ligne, justement. Tout à fait. Est-ce que vous avez quelques astuces à donner à ces jeunes, par exemple, pour aller au crowdfunding ou à d'autres méthodes
de financement en ligne? Belle question, monsieur le journaliste. Vous avez posé un problème que les gens ne font que chanter tous les jours, problème d'argent. Je vous jure, ce plateau, qu'on n'a pas un problème d'argent au Bénin. Le jeune n'a pas un problème d'argent. Je vois des jeunes qui ont des iPhone 8, 11, de 800 000 francs, de 400 000 francs qui disent qu'ils sont au chômage. Ce n'est pas un chômage. Il y a un problème de rééducation au niveau de la jeunesse. Je lui propose d'organisation, bien sûr. Ouais, vous. J'ai un jeune qui est venu me voir au bureau, il me dit, mais Franck, je t'écoute sur les chaînes, tu parles de l'agriculture, mais je suis intéressé. Mais je n'ai pas l'argent pour commencer. J'ai dit, mon frère, tu es dans quel quartier? Il me dit qu'il attend. D'accord. Il faut faire le point des parcelles vides dans ton quartier. Prends le contact, le téléphone de chacun d'eux. Appelle tous ces gens qui ont les parcelles vides dans ton quartier. Dis-leur que tu étais jeune, que tu veux mettre leur parcelle en valeur. 6, 3, 4, au moins 2 vont appeler, vont accepter. Il a commencé avec 50 000 francs. Aujourd'hui, il a son domaine. Les meilleures choses, les choses qui marchent plus, ça commence petit. Petit par petit, on grandit. Donc, il a commencé à pas de rien, avec moins de 50 000 francs. Il avait un portable Android dans ça, mais il a vendu ça, il a trouvé 40 000 francs. Il a acheté une roue, il a acheté des graines, il a commencé à faire des planches de grande morelle. Comment? Il commence pas à vendre progressivement. Mais aujourd'hui, là, il a un domaine. C'est ça. Les meilleures choses commencent à partir de rien. Donc, je pense qu'on n'a pas un problème d'argent. Si peut-être tu as commencé déjà, la demande est forte et tu veux élargir ton business, tu as déjà un savoir-faire, tu as déjà un modèle économique. Là, tu peux maintenant sortir un plan d'affaires. Aller maintenant voir, par exemple, les microfinances. J'en connais plein qui financent des jeunes, qui sont prêts à financer des jeunes. C'est à cause du manque de sérieux au niveau de la jeunesse que ces gens se méfient aujourd'hui. Tu as un jeune, tu as déjà commencé déjà dedans. Tu peux rédiger un plan d'affaires, tu vas voir dans Renaka ou bien n'importe quelle microfinance pour ne pas se sur le plateau. Tu crées un dossier chez eux, tu ouvres un compte, tu commences par monter ton compte, tu vends un peu, tu mets l'argent dedans, tu sors un peu. En 3 mois, ils vont te proposer un crédit. Si les gens veulent quoi? Les gens veulent prendre de l'argent pour aller faire autre chose avec. On chante, on dit je vais faire l'agriculture, on leur remet l'argent, ils vont prendre l'argent pour aller doter les femmes, pour aller s'acheter des véhicules. Et c'est comme ça, vous voulez qu'on continue dans ce pays? Ça, on doit arrêter avec ça, tout à fait. Donc je pense qu'on a un problème d'organisation. Et c'est ça. Et vous enseignez aussi souvent que même avec des sachets, vous pouvez facilement produire n'importe où vous êtes. Tout à fait, tout à fait. Comment cela peut se faire? Aujourd'hui, maintenant, je suis dans un pays où on me dit chaque jour que chaque année, le Bénin 150 milliards. Je dois réfléchir en tant que jeune. Comment faire? Mais le problème de jeunesse n'est pas forcément les hommes politiques, non. C'est soi-même. Je peux réfléchir. J'ai dit dans la maison où on a une dalle en haut. Je peux peut-être aller acheter des sachets. Vous les sachets que vous voyez déjà. Et je mets des trucs de sable dedans, même de terreau simple, terreau. Là où il y a des tas d'ordures dans mon quartier, je vais t'amuser un peu, je vais mettre dedans. Je commence à produire. Je commence pas à me donner un nom. Pour rester, je vais grandir. Comme ça, je vais grandir efficacement et je suis vraiment une référence pour les jeunes du quartier. Donc, même dans les sachets, même dans les plastiques, même dans tout ce qui est sac biodégradable, on peut produire aujourd'hui et réussir à faire pour apprendre jusqu'au maximum. Et avoir même les rendements qui dépassent même les rendements de la terre. C'est bien possible. Donc, vous l'avez parlé de crowdfunding tout à l'heure. C'est bien, il y a des financements. Donc, le problème que moi je soulève, c'est quoi? Oui, nous voulons de l'argent. Oui, nous n'avons pas l'argent. C'est pour ça que nous ne faisons pas des projets. Mais je vous jure, il faut déjà commencer quelque chose d'abord avant de faire ce truc-là. Je connais une banque au Bénin qui a dit qu'il est prêt à financer les jeunes. Mais les jeunes, quand ils viennent avec des projets, tout ça là. Mais il y a ce problème d'expertise. Est-ce qu'ils réellement, ils ont l'expertise? Est-ce qu'ils maîtrisent vraiment la chose? Est-ce qu'ils sont remis l'argent aujourd'hui là? Ils sont capables d'aller faire vraiment la chose? C'est ça qui pose la question. Une question rapidement, je vais rapidement aborder. Beaucoup de gens, aujourd'hui, quand vous leur dites que ceux qui sont dans l'agriculture, là, ils vont dire, mais Franck, c'est la merde. Pourquoi? Ils ont pris des gens qui ont fait les lycées, qui ont été placés sur les sites là, qui n'ont rien fait, des gens investissent des millions, c'était le fiasco. Il y a ce problème de recrutement des gens sur les sites. Exactement, c'est un véritable problème que vous posez. On entend certains qui ont fait l'expérience déconseiller vraiment lorsqu'ils entendent que vous voulez vous lancer dans un projet agricole et que vous ne pouvez pas être vous-même à plein temps présent sur votre site. On vous dit non, ceux que vous recrutez sur les lieux, ils vont vous bouffer, ce sont eux qui vont en profiter. Et tout. Est-ce à dire, lorsque vous n'êtes pas capable de rester sur votre site, est-ce ça vaut la peine vraiment d'entreprendre un projet agricole? Moi, je pense que ça ne vaut vraiment pas la peine. Parce qu'il faut vraiment Donc, je suppose, je suis journaliste, moi, je ne peux pas être à plein temps sur un site, dans un champ. Je ne peux pas, si j'ai envie d'entreprendre un projet agricole comme ça, je ne peux pas le faire, c'est ça? Si vous me permettez, est-ce qu'on peut avoir un enfant, on peut mettre un enfant au monde et laisser un enfant dès le premier jour, non? Au moins 3 mois d'abord avant de laisser l'enfant. Donc, si vous êtes là, au moins, il faut être là pendant 3 mois pour comprendre le mécanisme de laisser ça à une personne.
Mais étant donné que je ne peux pas être sur les lieux, ça veut dire que je ne peux pas faire confiance à quelqu'un. Il y a un problème de confiance qui se pose. De ce fait, même si vous avez les moyens, vous ne pouvez pas. C'est comme si vous jetez votre investissement par la fenêtre. C'est ce que disait tout à l'heure M. Franck. Au moins pour le début de l'implantation, il faudrait d'abord que vous soyez présent. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme pour surveiller, même à distance, votre production, tout ce qui se passe sur le site? Il y en a. Parce qu'il y a par exemple des gens d'accord, qui sont qualifiés dans ce domaine. Vous pouvez leur faire recours, d'accord? S'il faut prendre quelqu'un qui a fait de l'agronomie, qui a une formation de base dans ce domaine, d'accord, pour pouvoir suivre rigoureusement le travail qui se fait sur vos sites. Et il pourra régulièrement vous rendre compte. Et si vous avez un bout de temps, il faut aussi prendre le temps de vous y rendre vous-même personnellement pour suivre le travail. Et surtout à l'improviste. Voilà, l'improviste, pour suivre ce qui se passe. Merci beaucoup à vous, Madame Grace Nelly Tosoupé. Alors, je vous laisse... Oui, rappelons ce volet rapidement, quelques minutes. Parce que non, pas plus en quelques minutes, le temps est parti complètement. Il y a ce problème-là que les gens font ils recrutent mal. Si vous avez un domaine, je vous conseille de prendre des gens qui sont mariés, qui ont d'enfants. Vous leur construisez sur le domaine là, un entrepôt. Ils sont là avec leurs enfants. Ils vont jamais bouger. Parce que tu prends quelqu'un qui a un enfant, son enfant au village, tu bouges là, il vient au village. Il te dit qu'il est là, il n'est pas là. Secondo, si tu es un jeune qui a fait les lycées, qui a fait les diplômes agricoles, fais un cahier de charge avec lui, signe un cahier de charge avec lui. Il sait ça, c'est son rôle. Et tu le suis. Tu viens chaque fois pour faire visite de l'opinion pour voir. Quand il fait mal, là, tu le ramènes à l'ordre. C'est ça, les gens ne font pas. Ils ne mettent pas les garde-fous. Et après, c'est le problème. Et après, je pourrais dire, mais vraiment, comment préparer le sol. Il y a aussi comment se lancer les 4 S. Il faut le sol, il faut tuer le sol. Et la semence qu'il faut choisir, faire le suivi, tout ça. Là, je pense que peut-être on aura le temps de revenir sur ça. On aura le temps de revenir sur tous ces aspects, certainement dans une autre émission, puisque le temps imparti à cette émission est complètement parti. Nous vous disons merci. Merci Elvis Franck Modeste Arrossin d'être passé dans cette émission, nous outiller sur la façon de lancer, de réussir son projet agricole. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Merci.